Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver. Nous allons passer une demi-heure ensemble. Mais regardez ce qu'il vous attend. Je recevrai Arnaud Delers sur ce plateau. Il est le directeur du château de Montretier, actuellement en travaux. Nous parlerons de ce patrimoine haut savoyard. Et puis nous accueillerons Emmanuel Martineau avec ses 2 chiens bergers de Savoie. Il se bat depuis 25 ans pour la reconnaissance de cette race qui est aujourd'hui en danger. Et enfin, Jean-Jacques Devis et son élève Sacha nous présenteront leur idée plutôt originale des sketchs élaborés par la classe. Mais avant, les titres du JT avec toi, Seb, salut. Salut Olivia. Et on commence avec... la nouvelle journée de mobilisation Exactement. sociale. Puisqu'il faut savoir, plusieurs rassemblements ont eu lieu en Savoie-Mont-Blanc. Il y en a eu à Annecy, à Albertville, à Saint-Jean-de-Maurienne et puis à Chambéry, comme on peut voir sur ces images de Kimberly Trivio. De nombreuses personnes avaient répondu à l'appel de l'intersyndicale pour cette convergence des luttes, comme ils ont appelé cette journée. Il y avait un peu tous les métiers, les cheminots, les ATSEM, les personnels en EHPAD qui étaient là pour une nouvelle fois montrer leur opposition au gouvernement. Et puis ensuite, nous allons découvrir le taxi du futur. Oui, alors le taxi du futur peut-être, mais pour l'instant il a un petit peu de mal à décoller, on va dire, ce taxi volant, le Sea Bubble comme on l'appelle du côté de la Suisse, puisqu'il y avait une présentation la semaine dernière sur le lac Léman en grande pompe. Malheureusement ça n'a pas marché, problème technique. Puis il y a aussi quelques soucis administratifs. Donc pour l'instant on va dire que les débuts sont mitigés pour le Sea Bubble. Nous allons tout de suite partir du côté de Lausanne pour un Skype, juste avant la revue de presse. Et nous avons Mélida Chance. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je le disais, on est en direct de Lausanne. Vous vous êtes rassemblés au soutien aux cheminots, étudiants français, ainsi qu'aux zadistes. Dites-moi, en quoi est-ce que vous vous sentez concerné par tous ces problèmes français ? On est voisins tout d'abord et ça fait résonance directement parce que nous aussi on a des conflits sociaux, des luttes pour nos étudiants et on voulait faire montre de solidarité internationale avec ce qui se passe avec nos camarades français. Montrez-nous un peu ce qui se passe autour de vous, expliquez-nous un peu, vous êtes combien à peu près ? Alors pour l'instant les gens sont encore en train d'arriver parce qu'on a demandé on a fixé le rassemblement à 18h. Donc, du coup, il y a des gens qui commencent à arriver. Je suis désolée, c'est un peu un contre-jour. Et là, il y a les différents partis, différents syndicats qui arrivent et puis aussi nos amis camarades. Donc, pour l'instant, on est une trentaine. Je ne sais pas si vous allez beaucoup à voir grand-chose. Il y a quelques drapeaux qui arrivent. On voit un peu. Donc, on va plutôt commencer vers 18h15 avec le quart d'heure vaudois habituel. Et qu'est-ce que vous allez réclamer concrètement ce soir ? C'est pas tant réclamer quelque chose, c'est un peu plus pour un message de solidarité avec les camarades français qui sont en lutte, que ce soit justement salariés, mais pas seulement cheminots, mais différents salariés du service public et du service privé, aussi aux zadistes et aux étudiants, parce que on connaît aussi les luttes ailleurs et on veut montrer qu'ils sont pas seuls, même si on n'est pas dans le même pays, même si on ne veut pas les mêmes choses, on est aussi solidaires avec eux. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Mélida Chance, d'avoir été avec nous. Mais de rien. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Et puis, il est temps pour moi de recevoir mon premier invité. Et mon premier invité est Arnaud Delers. Bonsoir. Bonsoir Olivia. Je le disais, vous êtes le directeur du château de Montretier, un château construit au XIIe siècle, à la base pour contrôler le territoire. Puis il est ensuite devenu une espèce de résidence. Des propriétaires se sont succédés au fil des siècles. Le dernier à l'avoir occupé, donc, c'est Léon Marès, qui l'a légué à l'Académie Fleury-Montagne. Absolument. Et il avait un souhait, que l'endroit soit ouvert au public, avec toutes les collections laissées dans leur jus, finalement. Expliquez-nous, c'est un peu spécial comme ambiance, c'est atypique ? Ah oui, alors tout à fait. Atypique, c'est le mot. Montretier, c'est un mélange des cultures, un mélange des genres absolument fou. On a une enveloppe qui est un très beau château du Moyen-Âge. C'est un château fort avec un magnifique donjon. C'est un peu le château de conte de fées par excellence. Et puis à l'intérieur, des choses auxquelles on ne s'attend pas. Les collections sont absolument magnifiques. Elles sont d'un très grand éclectisme. C'est des gens, les derniers collectionneurs, qui s'intéressaient à tout. Ils s'intéressaient aussi bien à l'orientalisme, ils ont collectionné des armures de samouraï, aussi bien à la faïence, à la dentelle, aux armes, car une partie de la famille était des maîtres de forge. C'est une façon élégante de dire que c'était des marchands d'armes en réalité. Donc ils ont développé un intérêt certain pour le métier du métal,
Et Montretier, aujourd'hui, résonne encore de cet intérêt pour le métier du feu, du métal, au travers de ces collections. Alors on voit sur ces images de François Pirot et Fanette de Buisson qui vous avaient rendu une petite visite il y a quelques mois. Vous, dans ce château, est-ce que vous avez une collection qui vous tient à cœur ? Ou un objet en particulier ? Écoutez, moi, ce qui m'interpelle, encore aujourd'hui, tous les jours, quand j'ouvre cette salle, c'est un émerveillement et je découvre encore des objets dont je ne soupçonnais pas l'existence. C'est la dernière salle de la Tour des Religieuses qui aujourd'hui est en travaux et qui contient les collections orientales. Et c'est vrai qu'être confronté à ces armures de samouraï, à ces jeux d'échecs chinois, à ces nécessaires à fumer de l'opium, il y en a pour tous les goûts dans les collections de Montretier, eh bien c'est vrai qu'à quelques dizaines de minutes d'Annecy, ça interpelle, ça surprend. Et la qualité de ces collections, qui sont des collections d'envergure nationale, fait que Montretier, effectivement, est un lieu à part. Vous disiez à Fanette, justement, pendant l'émission Vue d'ici, il y a une odeur particulière, alors évidemment, oui. Dans toutes les salles. C'est quoi ce type d'ambiance dans ce château ? Montretier a une très grande particularité. Par les dispositions du testament du dernier propriétaire, donc il a fait obligation, vous l'avez rappelé, d'ouvrir le château au public, mais plusieurs conditions étaient associées à cette ouverture au public, notamment le fait de ne pas changer la disposition des objets, de ne pas bouleverser les collections. Et cela a été poussé à l'extrême à Montretier, où aujourd'hui encore, on ouvre certaines pièces dont le mobilier, dont les objets n'ont pas bougé de place depuis 1916. C'est valable aussi pour les parquets, pour le cuir, et c'est ça qui donne cette odeur, ce parfum si particulier à Montretier. C'est très difficile d'en parler, il faut venir pour expérimenter ce voyage dans le temps qu'est une visite à Montretier. Avant de passer aux travaux dont vous parliez tout à l'heure, justement, est-ce que le public a accès à toutes les pièces du château ? Non, le public n'a pas accès à toutes les pièces du château. Pour nous, ce serait une gageure impossible à tenir. Mais néanmoins, Pourquoi ? parce que certaines pièces ne sont pas adaptées aux conditions actuelles de visite. Le mobilier de mise à distance, par exemple, les conditions d'éclairage, les normes d'accessibilité, nous ne pouvons pas ouvrir toutes les pièces du château. Et c'est vrai que c'est une demande de nos visiteurs. Dès qu'on a une porte qui s'entrouvre quelque part, les gens veulent visiter. C'est une évidence. Non, on ne peut pas, mais on fait de notre mieux, j'ai envie de dire, dans le respect à la fois des visiteurs, bien évidemment, mais aussi, et c'est important, des collections. Donc on peut visiter une partie du château en visite libre, vous pouvez venir pique-niquer en famille à Montretier et visiter une partie des salles. Une partie des salles se visite avec un guide, très important, ça valorise vraiment le métier du guide, on ne peut vraiment percevoir l'intérêt de Montretier que par la visite guidée. J'invite vraiment les gens à suivre cette visite qui ouvre notamment les salles de ce cabinet de curiosité dans lequel sont compris les collections orientales. On voit sur ces images des échafaudages. Oui. Depuis quelques semaines, la Tour des Religieuses est en travaux, 215 000 € d'investissement. Comment est-ce que vous faites pour respecter l'authenticité du bâtiment ? Alors, ce genre de travaux est très, très suivi. La direction régionale des affaires culturelles nous suit de près, tant par ses financements que par ses conseils architecturaux. Donc, quand on voit un chantier de cette ampleur, vous pouvez être sûr, sur un site classé, monument historique, vous pouvez être sûr que le placement de chaque tuile, j'exagère un peu, a fait l'objet de discussion. Mais pour vous donner une petite anecdote, les tuiles, je parlais justement, les tuiles du château sont fabriquées par une des dernières tuileries familiales de France qui a réalisé un moule spécial pour les tuiles du château de Montretier. Donc l'authenticité, on la respecte aussi par ce genre de dispositif. Et cet après-midi encore, j'étais avec la formidable équipe de couvreurs zingueurs, qu'on ne les appelle pas charpentiers. La formidable équipe de couvreurs zingueurs qui m'expliquait toutes les petites découvertes qu'ils avaient faites sur ce toit et sur cette charpente. C'est le travail de leurs prédécesseurs d'il y a 150 ou 200 ans. Et c'est absolument passionnant. Et ce qui pourrait paraître aujourd'hui comme un handicap, parce que c'est difficile de concilier des travaux de cette ampleur avec des visites, est en fait une formidable chance. Parce que depuis le sommet du donjon, nos visiteurs peuvent assister aux travaux en direct,
Ce n'est pas des travaux, en fait, c'est de l'orfèvrerie que ces gars d'Eurotoiture sont en train de réaliser. C'est absolument passionnant de les voir travailler sur ces petites échauguettes, c'est les petites tours d'angle qui sont ici. C'est un travail d'une précision extraordinaire. Et pour nous, ce qui au départ était peut-être une sorte de handicap est devenu un atout formidable. Les gens sont très curieux et ils comprennent aussi, c'est important, pourquoi il faut payer son billet d'entrée quand on vient visiter un site. La charpente, les travaux de charpente qui ne sont pas visibles au premier abord, qui n'offrent pas de plus-value directe à la visite, et bien là on comprend que oui, effectivement. Et on a beaucoup moins de râleurs depuis l'ouverture de la saison et depuis qu'on a des travaux au château. On voyait sur les images juste avant, donc on a la tour des religieuses et juste à côté le donjon que l'on voit juste à côté. C'est un donjon qui ne sert strictement à rien à la base, c'est ça? C'est une des multiples particularités du château de Montretier d'avoir un donjon qui ne sert strictement à rien. Mais aujourd'hui, il sert? Alors aujourd'hui, il sert, on en a fait notre cave. Dans le fond du donjon, on aurait aujourd'hui ce qu'on appelle un cul de basse-fosse ou des oubliettes. Et dans ces oubliettes, actuellement, vieillit une des dernières réalisations du château dont nous sommes très fiers. C'est le Graal de Montretier. C'est une magnifique et excellente bière. À boire avec modération, évidemment. À boire avec infiniment de modération, qui a la particularité donc de vieillir dans les oubliettes du château de Montretier. Et que les visiteurs peuvent trouver chez vous, du coup, au château de Montretier. C'est une bière, nous avons pris grand soin à la faire avec la brasserie La Rochoise de La Roche-sur-Foron, qui a obtenu une médaille d'argent au dernier concours agricole de Paris. Et on a mis beaucoup d'énergie, beaucoup de temps pour sortir un produit qui correspond au château, avec cette petite anecdote sympathique de vieillir dans les oubliettes de Montretier. Et vous avez aussi un autre événement qui commence au mois de juillet dans le donjon, justement? Absolument, les Jeudis du donjon, qui sont des grands rassemblements festifs autour de saltimbanques de Sabodia, des conteuses pour les enfants. Et puis, sur la liste de joutes du château, une multitude de jeux anciens, des jeux de grands jeux, installés pour le plaisir des parents, des enfants et des familles, car c'est le public que nous souhaitons absolument inviter à Montretier. Eh bien, écoutez, on peut retrouver du coup toutes ces informations sur un site internet. Sur le site internet du château, www.châteaudemontretier.com. Eh bien, écoutez, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Je vous laisse rejoindre la régie. Merci, à bientôt. Merci. Et il est temps pour moi de recevoir à nouveau Sébastien pour la revue de presse. Et on commence par une vidéo, Sébastien. On passe au-dessus du col du Galibier. Oui, une vidéo impressionnante, dégotée par notre spécialiste S-Vidéo, Fanette de Buisson. Ça se passe du côté de Valloire. Et ce sont des images tournées à bord d'un Mirage 2000. Je vous laisse admirer quelques images. Image assez impressionnante. Ouais, ça vaut le tour. On se rend compte qu'on a une belle vue depuis un Mirage. Merci Fanette. Et puis les seniors peuvent aussi faire des rencontres sur Internet. Oui, alors c'est pas vraiment un site de rencontre, c'est un réseau social qui s'appelle 6 Seniors, qui a été créé par ce monsieur, Stéphane Bertinet, agent d'assurance du côté d'Albertville. Et c'est donc un réseau social, on espère peut-être le nouveau réseau social à la mode, mais qui est plus axé sur l'emploi et le social. En passant par 6 Seniors, les actifs âgés entre 50 et 65 ans pourront être mis en contact avec des particuliers ou des entreprises. Après un mois d'existence, 6 Seniors revendique déjà 500 abonnés, âgés entre 50 et 68 ans. Stéphane Bertinet, qu'on voit à l'image, tient à préciser néanmoins, son site n'est pas une agence d'intérim, c'est vraiment un réseau social pour créer du lien social. Et pour, un peu comme LinkedIn finalement. Voilà, mais pour on va dire des gens un peu plus âgés. Et donc c'est vraiment un réseau social au sens premier du terme. Donc c'est une très belle initiative de la part de Albertvillois. Peut-être un cinéma du côté d'Albertville. Je sais qu'il y a un projet du côté de Séno, il y a un projet de cinéma. Ça prend forme? Exactement, alors c'est une longue histoire, ce multiplex. Effectivement. La SAS Agora veut depuis des années implanter un cinéma qui s'appelle Mégarama à Séno. Sauf que le cinéma Les Nemours à Annecy, le Victoria, l'Étoile du Lac à Aix-les-Bains forcément s'opposent à cette implantation puisque pour eux c'est une nouvelle concurrence qui arrive.
Une concurrence qui n'est pas des moindres, puisque le groupe prévoit de construire un multiplex de 9 salles et 1380 places au total. C'est un bâtiment assez conséquent. La Cour administrative d'appel de Lyon a rejeté les requêtes des différents cinémas contre l'installation. Le cinéma Les Nemours compte se pourvoir en cassation. Je vais y arriver. Et puis des nouvelles de nos deux amis labradors qui avaient été volés, des chiens d'aveugles. Effectivement, tu en parlais mardi du coup. Des 2 chiens guides d'aveugles avaient disparu depuis lundi. Ils avaient été volés. L'histoire se termine bien puisqu'ils ont été ramenés à leur propriétaire mercredi en fin de journée à Sainte-Euphémie par un inconnu à quelques kilomètres de là où ils avaient été volés. L'association a reçu un appel quelques minutes avant que les chiens soient déposés sur place. Donc Nacho et Luli vont bien, ils sont maintenant en sécurité. On espère qu'on a contribué peut-être à cette remise en question de la part du voleur. C'est peut-être grâce à toi, Sébastien. Merci À beaucoup. Il est temps pour moi de recevoir mes plusieurs invités à présent. Du coup, je suis un peu perdue parce que j'ai un invité, mais avec vos 2 compagnons. C'est cela. Alors, Voilà. ce sont... alors, je vais le prendre. Merci beaucoup. Je vais le prendre avec d'abord, moi, bonjour. s'il veut bien rester. Bonjour, Emmanuel Martineau. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Vous êtes le président du club de sauvegarde des bergers des Alpes et de Savoie. C'est ça. Alors, votre association œuvre pour la reconnaissance officielle de cette race par la Société Centrale Canine. Les propriétaires de ces chiens sont donc appelés à les recenser sur votre site ou par quelque manière que ce soit. C'est une race qui était autrefois beaucoup répandue, qui l'est aujourd'hui beaucoup moins. Expliquez-nous pourquoi. Eh bien, je crois que le principal problème, c'était, je ne vais pas dire l'invasion, mais le border collie, quoi, qui a fait beaucoup de tort à cette race. C'est une race qui aussi, par le fait qu'elle ne soit pas reconnue, par le fait qu'il n'y ait pas de structure réelle, n'a pas pu travailler sur une bonne émancipation de la race, quoi, voilà. D'accord. Et notre travail, il est donc de structurer, de structurer le recensement, la mise en connexion de différents propriétaires et de pouvoir travailler sur ce retour, bien que je crois qu'il faut pas trop rêver, le retour de ces chiens qui sont d'abord et avant tout des chiens de ferme. Oui. Hein, ce sont sont presque d'ailleurs, on ne devrait pas dire chiens de berger, on devrait dire chiens bouviers, puisque au départ c'était des chiens qui étaient principalement utilisés sur les troupeaux de vaches, de bovins, et donc ce sont des bouviers. Alors, on pourrait l'appeler bouvier des Alpes et de Savoie. C'est vrai que c'est un chien qui était sur tout l'arc alpin. On remonte, il y a des anecdotes qui font remonter du côté de Salange, dans les années 1700, un chanoine qui était propriétaire de ce chien. Et ce pauvre chanoine qui avait été dîner chez un confrère, en repartant chez lui, il n'a pas voulu prendre le chien, le trajet normal, il a voulu prendre un petit chemin et il est mort. Et le chien est resté auprès de lui. Et c'est sa bonne, en refaisant le chemin inverse, puisqu'elle savait, ne l'ayant pas vu le lendemain, elle savait qu'il était parti, et en refaisant le chemin inverse, elle l'appelait, et c'est le chien qui a reconnu la voix de sa bonne, et qui, par ses appels, était resté auprès de son maître, quoi. Oui, c'est un chien qui est réputé pour être justement très fidèle. Ouais, c'est un chien très fidèle. Expliquez-nous, puisque du coup la race n'est pas reconnue, donc il y a plusieurs chiens qui se font appeler bergers de Savoie alors qu'ils ne le sont pas. Comment est-ce qu'on reconnaît un vrai berger de Savoie? Est-ce que c'est possible? Alors, en fonction des différents standards. Bon, il faut savoir que dans son historique, il y a une dame qui s'appelait Mademoiselle Bruder, qui était une architecte suisse. C'est une dame qui habitait Genève et qui voyait, en plus elle avait en charge, enfin elle travaillait dans la fourrière, donc elle voyait pas mal de chiens, elle a vu un type de chien, donc un type de chien bouvier comme pourrait l'être le bouvier d'Appenzell, et ces chiens qui étaient des chiens de ferme, donc cette dame a fait une sélection et puis elle a cherché dans les années 60 à faire reconnaître
Mais la SCC, avec ses contraintes, c'est compliqué, c'est lourd, c'est pas simple. Pourquoi est-ce que c'est compliqué? Pourquoi est-ce que c'est lourd? Parce que la Société Centrale Canine est une société très, comment dirais-je, très structurée. Donc il faut que ça, il y a un cahier, il faut que ça soit tel type de poil, pour telle race, tel type de. D'accord. Voilà. Ces races qui étaient des races de croisement, hein. On ne peut pas nier que dans le bouvier, dans le berger de Savoie, il y a du bouvier d'Appenzell, il y a un peu de bouvier bernois, il y a peut-être un peu de Beauceron. Voilà, au départ, bon, comment s'est faite la race de chien, je ne sais pas exactement. Quoi qu'il en soit, maintenant, on a un standard qui est quasiment relativement très précis. C'est-à-dire, expliquez-nous concrètement, vous pouvez nous montrer? Donc le standard, c'est Akela. Voilà, donc un chien, on va dire moyen, Oui. voilà, avec donc les deux types de coloris. On a le coloris noir et feu, Oui. donc du noir, la présence de blanc, le bout des pattes blanches, le bout de la queue blanche, le palais marbré, la liste parfois qui arrive. D'accord. On a aussi parfois les yeux qui sont des yeux vairons, on appelle ça. Bon, sa maman avait les deux yeux bleus, sa grand-mère avait les deux yeux marrons. Bon, D'accord. voilà. Et puis on a le coloris qu'on appelle harlequin, qui est je crois, c'est bleu merle, le terme de la SCC, c'est bleu merle, voilà. Donc, le bel exemple que vous avez. Donc, c'est la mère et la fille. D'accord. Et donc, on voit pertinemment que ce sont deux types de chiens qui sont de coloris différents, mais bon, Totalement. voilà, avec la présence des deux ergots, si on regarde la patte de la petite, elle a les deux ergots derrière, chose que recherchaient tous les anciens. Moi, j'avais pas mal d'anciens agriculteurs, puisque moi, je suis fils de fruitier, j'ai bien connu ce milieu-là. Moi, je n'ai des chiens que depuis 25 ans, depuis 92, mais ces chiens existaient bien avant et j'en ai toujours vu. Et j'en ai vu des comme ça, avec juste une petite tache grise, donc porteur du gène. Alors moi, j'appelle ça le gène harlequin. Je ne sais pas le terme exactement génétique ni zootechnique. Mais bon, voilà, on peut facilement les reconnaître. Donc ce sont des chiens fidèles, vifs, très réceptifs, faciles à éduquer, hein, facile à éduquer, très sociable, équilibré. Donc ces chiens, ce que je comprends, c'est que ces chiens qui étaient à la base faits pour être dans des fermes, Voilà. ils peuvent très bien s'adapter à des familles. Ah oui, mais moi, j'habite dans une ferme, j'ai quelques moutons, j'ai eu des chevaux un petit peu. Bon, j'ai pas mal de moutons. Je n'ai plus de moutons actuellement, mais voilà, j'ai quand même, j'ai toujours eu des bergers de Savoie. Est-ce que ce sont des chiens qui ont du succès? Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Est-ce qu'il n'y a pas eu un effet de mode? Alors, l'effet de mode, il est là. C'est la présence de la petite, là. C'est la grosse concurrence avec le berger australien à l'heure actuelle. Et quand on a dans une portée des noirs et feux et puis les harlequins partent tout de suite. Les noirs et feux, les gens ne les veulent pas, alors que c'est grâce à eux. Parce que quand on croise deux merles entre eux, on a ce qu'on appelle du double merle. Et le double merle est porteur de tare génétique. D'accord. Et il ne faut surtout pas, donc je dis aux gens qui auraient des chiens de couleur bleu merle, de ne surtout pas les croiser entre eux, mais surtout de chercher donc des modèles, entre guillemets, des coloris noir et feu pour permettre à la race de rester, parce que sans noir et feu, il y aura une dégénérescence et on n'aura plus de bergers de Savoie. Et ça peut être la même chose avec les bergers australiens. J'ai vu des bergers australiens qui sont en couleur marron ou en couleur noir et feu, quoi. Tout ça, vous allez l'aborder le 29 avril. Voilà, c'est alors ça, ça c'est notre journée excessivement importante, puisqu'on a... nationale, hein, journée nationale. Oui, nationale de Savoie. C'est la journée nationale dans la mesure où effectivement on a deux techniciens cynophiles de la Société Centrale Canine qui vont venir évaluer le cheptel qui sera présent. Alors, je sais que malheureusement, on a beaucoup de gens qui ont, peut-être sans le savoir, qui ont dans les fermes des bergers de Savoie, ou même dans leur maison, hein, des bergers de Savoie. Bon, bah, s'ils veulent venir, ils peuvent venir, il n'y a pas de souci, on accueillera tout le monde ce jour-là. Et puis, quand des gens ont des chiens dont ils ne savent pas réellement la provenance, quelle race, ben, il suffit de venir ou de nous contacter, et il n'y a pas de souci, on pourra leur dire, ben voilà, c'est un chien qui est porteur au moins au moins pour moitié du berger de Savoie. De toute façon, quand on redémarre une race, on peut pas rester avec
que des chiens qui ressemblent à la race. Moi, je connaissais un vétérinaire qui s'appelait Roland Dams, qui a remonté la race de poules, la flèche, vous savez, les 2 poules avec les cornes, là, Oui. avec plus aucun sujet. Uniquement avec des recroisements, comme avait pu se faire à l'origine cette race. Et donc, pour nous, l'objectif est le même, c'est de recenser tous les chiens qui peuvent être porteurs d'un tout petit peu de sang berger de Savoie, et on verra en fonction des croisements. De toute façon, le jour où on sera reconnu, on aura un cahier des charges, et ne seront appelés bergers de Savoie que ceux qui rentrent dans le cahier des charges, et puis c'est tout, quoi. Voilà. Après, maintenant, il ne faut pas que ça soit fait au détriment de l'esthétique, parce que ça reste quand même des chiens de troupeau, ça reste des chiens de travail. Moi, j'ai un chien qui était un chien d'avalanche, qui est né chez moi, qui était chien d'avalanche, et il y en a un autre qui est devenu aussi chien d'aveugle. D'accord, très bien. Qui veut dire qu'ils sont extrêmement polyvalents. Eh bien, écoutez, merci beaucoup d'être Je vous venu en sur prie. ce plateau. Merci. Je ne sais pas si je réveille Orca a tout l'air de de suite. dormir. Merci beaucoup. Je vous laisse rejoindre la régie. Voilà, très bien, je vous remercie Merci beaucoup. Hop. Oh, on te réveille. Hein. Un petit orca. Voilà, bien, merci encore de nous Merci avoir donné une beaucoup. petite audience sur votre chaîne. Merci, à Merci bientôt. beaucoup. Au revoir. Et puis, je reçois mes 2 derniers invités, Jean-Jacques Devis et Sacha. Je vous laisse rejoindre le plateau. Bonsoir. Bonsoir. Je vous laisse vous installer. Bonsoir, Sacha. Bonsoir. Alors, vous êtes professeur. C'est ça. Vous êtes élève, tu es élève, pardon, en CM2 à l'école de Fréteria. Frétrive. Frétrive, pardon, excusez-moi. C'est pas grave. Vous êtes lancé dans une aventure blabla classe. Voilà, c'est ça. Alors, ce sont des petits sketchs en école, de sketchs du quotidien. On va déjà regarder un premier extrait. Gilead, c'est les pharaons, les Égyptiens qui ont construit les pyramides. En réalité, c'est les extraterrestres. Ah bon? Chut, on nous écoute. Moi, je croyais que c'était les Égyptiens. Ça, c'est ce qu'on veut nous faire croire. La CIA, elle a une licence dans le coup. Tu penses, ils veulent pas affoler la population? T'es sûr de ce que tu dis? Évidemment, Albert Einstein avait tout découvert. Ah, mais c'est qui Albert Einstein? Quoi? Tu connais pas Einstein, le plus original de tous les temps? Bon, peu importe, le mec il a fait toutes les preuves des années de recherche et puis un jour, tout est disparu. Disparu? Comme ça. Ils l'ont menotté. Ah ouais, quand même. C'est bien beau tout ça, mais extra truc, ça rentre pas. Alors, on vient de voir un extrait. Donc, Sacha, tu es la comédienne principale. Comment est-ce que vous avez créé ce sketch? Alors l'aventure Blabla Class, c'est un projet d'éducation à l'image qui nous a occupés depuis le début de l'année, avec l'idée que faire des images, ça permet de les comprendre. Donc en fait, on a eu toute une période, au début d'année, on a visionné des films. Après, on est allé un peu voir ce que faisaient nos concurrents de scène de ménage, pour un petit peu comment ça fonctionnait. Et puis après, on est passé à l'écriture et le tournage, quoi. Alors, qui écrit autant vous que les élèves? Alors, la plupart des sketchs ont été écrits par les élèves. Après, je peux leur insuffler quelques petites idées ou essayer de rendre l'écriture plus dynamique, voilà. Mais c'est eux qui écrivent et c'est eux qui tournent. Sacha, comment s'est passé ce tournage pour ce sketch? Ça s'est bien passé. Toi, tu étais comédienne ou tu as aussi participé à l'écriture? En fait, tous les élèves en fait ont fait les deux et moi dans ce sketch j'étais comédienne. Ça t'a plu? Ça te plaît de faire ça? Oui, beaucoup. Ça vous prend du temps? Ça prend pas mal de temps. Ouais, ça prend pas mal de temps en écriture. Et puis après, sur le tournage, il y a pas mal de prises, il y a tout ce qui est problème technique, tout ce qui est mis en place. Et puis bon, ils font tout. Il y a une équipe qui cadre, une équipe au son, une équipe au script et clap. Et on tourne, on change les rôles pour chaque sketch. Donc un vrai plateau, quoi. Et un vrai plateau, on a une petite feuille de tournage pour préparer le tournage.
ils s'essayent à chacun des rôles. C'est un peu l'objectif, c'est de voir être devant et puis aussi derrière. Après, il y a des élèves qui se retrouvent plus à l'aise devant, qui vont plus se mettre en avant devant, et d'autres qui s'accaparent plus la partie technique. Voilà, chacun prend un peu ce qui lui plaît. Parce qu'en Ensuite. plus, dans votre classe, vous avez CM1 et CM2 mélangés, Voilà. donc des âges différents aussi. Au niveau du tournage, par exemple, ce sont les élèves qui filment. Toi, Sacha, tu as déjà pu filmer? Bah oui, il y avait certains élèves qui étaient à la caméra. Et oui, moi j'ai pu filmer. Et ça te plaît? Est-ce que ça a déclenché certaines vocations chez certains? On le saura plus tard. Est-ce que vraiment les élèves vont accrocher au projet? Ouais. C'est quelque chose qui fonctionne. Et puis après, il y a le rendu. La preuve, on est là ce soir, on arrive à diffuser des petits sketchs. On est quand même super fiers de ça. Après, moi, j'ai une petite expérience personnelle dans la réalisation de courts-métrages et de contenu pour le web. Donc, c'est vrai qu'ils me font assez confiance là-dessus et puis ils me suivent, quoi. Voilà. Mais non, ils sont super motivés et puis ils sont hyper sérieux, quoi, sur le tournage. Ils savent leur texte, ils savent ce qu'ils ont à faire. Voilà, c'est pas toujours marrant, il faut pas faire de bruit, tout ça. Enfin, voilà, Puis même retenir les textes aussi, mine de rien, c'est un exercice qui est assez particulier. Oui, enfin moi c'est pas ce qui m'a le plus dérangé. Qu'est-ce que tu as rencontré comme difficulté sur le tournage? T'étais stressée quand même? Oui. Pourquoi? Déjà l'idée d'être filmé et d'être vu par des personnes. Et puis c'était la première fois donc. Vous leur donnez confiance en eux aussi, je suppose? J'espère. Voilà, non, c'est l'objectif. Ça compte. L'autonomie, la confiance en soi, et puis mener un projet de A à Z. Il y a un autre extrait qu'on n'aura pas le temps de passer, mais vous parlez aussi des produits bio, du recyclage, des emballages. Ça, voilà, il y a des petites thématiques pour chaque sketch. Et puis on aborde un peu des sujets qui les touchent ou des anecdotes de classe. Par exemple, sur l'histoire de l'extraterrestre, c'est quelque chose qu'on a vraiment vécu en classe. Et puis c'était l'occasion de se dire, tiens, on va écrire une petite histoire là-dessus. Est-ce qu'on peut voir sur Internet vos créations? Où est-ce qu'on les trouve? Alors sur YouTube, sur la chaîne Minofilm. Minofilm, c'est une association que j'ai montée avec des anciens élèves. Et on a une web-série Eden qui est déjà pas mal vue. Et Blablaclass. Alors normalement avec le hashtag Blablaclass, on devrait trouver, sinon Minofilm. Voilà, puis on nous trouve assez facilement. On mettra les liens en commentaire. Mais ça sera super. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur ce plateau. Merci Sacha. Nous, on se retrouve dès demain, mais tout de suite, c'est Sébastien Germain qui revient pour le journal. On va faire un rapide rappel des titres. On commence avec la grève de Chambéry. Cheminots Atsem étaient présents tout l'après-midi et ont défilé. C'est Kimberly Trivio qui était sur place. Et ensuite, on partira à Genève pour voir le Sea Bubble, un taxi du futur, mais qui rencontre déjà quelques difficultés. À demain, 18h, pour un nouvel accès direct.